Bon, eh bien, on va pouvoir commencer. Bonjour à tous, c'est Zimbabwe et on se retrouve pour donc ma première vidéo, donc qui porte sur le 10 avril. Donc, j'enregistre cette vidéo le 10 avril. Vous ne verrez peut-être pas cette vidéo le 10 avril, mais en tout cas, dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qui s'est passé le 10 avril. Parce que c'est vrai, il y a eu beaucoup de 10 avril dans l'histoire de l'humanité. Du coup, il s'est passé plein de choses. Regardez tout ce qui s'est passé, tout ce qui est recensé sur la page Wikipédia en français. Donc, on peut parler de plein de choses et j'ai décidé un peu de partager ça avec vous. Et moi non plus, hein, je sais pas ce qui s'est passé le 10 avril, hein, enfin, mais j'ai quelques idées, j'ai quelques trucs que j'ai vus un peu et on va un peu voir tout ça. Donc je vous propose de commencer maintenant. Donc centième jour de l'année déjà, donc on voit que c'est un jour plutôt spécial. Généralement le 20e mois du jour du mois de Germinal dans le calendrier républicain. Calendrier républicain, donc un fameux calendrier donc qui a été créé pendant la Révolution française, officiellement dénommé le jour du guénier. Enfin, on va dire l'arbre de Judée, donc une espèce d'arbre. Non, je connais pas du tout les arbres, donc je vais pas pouvoir dire grand-chose. En tout cas, c'est plutôt joli. Sous-famille sous-famille feuillage caduc. Selon la légende, c'est à cet arbre que Judas se serait pendu après avoir trahi Jésus-Christ. Ah bah ça, c'est déjà plutôt intéressant quand même, hein. Bon, c'est un arbre de qualité quand même, donc plutôt sympathique, hein, et surtout, à cet arbre que Judas se serait pendu après avoir trahi Jésus-Christ, donc un arbre très symbolique et plutôt macabre en fait quand on y pense. Qu'est-ce que c'est d'autre le 10 avril, hein, concrètement? Qu'est-ce que c'est d'autre? Louis III devient roi des Francs en 879. D'accord, donc on a un roi de France, enfin de France. Après c'est toujours difficile de dire est-ce que c'est la France ou pas, parce que bon, voilà. L'Empire carolingien en 880. Ouais, donc c'était après Charlemagne, après la division en 843. Donc là, c'est un peu, vous voyez, difficile de trouver des pays, de trouver l'Italie, l'Allemagne, la France. Très compliqué, hein. Faut toujours se remettre dans le contexte. À l'époque, c'était plus compliqué que ça, quoi. On a du mal un peu à reconnaître l'Europe de 2019. Faut voir qu'ici, la France, ce sera plus Louis III plus donc Carloman II. Mais bon, 879, franchement, je pense que j'ai pas grand-chose à dire dessus, donc on va passer à un autre truc, hein. On va quand même laisser. Tatatatam. La guerre de succession d'Autriche. Ça, c'est très intéressant, ça. Alors. Donc, la bataille de Molwitz, donc qui fête c'est beaucoup d'années. Donc, alors, qu'est-ce que c'est que la guerre de succession d'Autriche? Donc, c'est une guerre qui a eu lieu, voilà, si je me souviens bien, voilà, donc de 1740 à 1748, donc en plein 18e siècle. Donc, on a la Prusse, la France, l'Espagne contre les Habsbourg, donc l'Autriche, la Grande-Bretagne, donc les Provinces-Unies, donc les Pays-Bas. Donc on peut avoir des gros pays contre des gros pays, 100 à 450 000 morts au total, donc une grosse guerre. Tout ça pour une histoire de succession, voilà, parce que c'était Charles VI, l'empereur romain germanique, qui était mort, et du coup c'était Marie-Thérèse, je crois, donc qui était reine d'Autriche. Alors attendez, ouais, voilà, donc reine d'Autriche. Et bon, elle aurait peut-être pu se retrouver trop puissant, donc jeu des alliances, tout ça, bon bref, une guerre quoi. Et donc oui, et donc en fait cette guerre elle était marquée, voilà, je me souviens par le fait que la Prusse, donc à l'époque l'Allemagne n'existait pas, donc ça c'était juste donc la Prusse qui était pas du tout puissante, c'était ça, hein, la Prusse en 1740. L'Allemagne était divisée en plein de petits États et donc la Prusse avait attaqué donc la Silésie, donc une riche province autrichienne, et la Prusse avait fait ça sans déclarer la guerre, donc vraiment quelque chose qui ne se faisait pas à l'époque, quoi. Bah, même aujourd'hui, hein, chaque fois qu'on attaque quelqu'un, faut toujours déclarer la guerre avant, sinon c'est clairement illégal, quoi. Parce que oui, il y a un code de la guerre. Donc il y a eu la bataille de Molwitz. Donc les deux camps commirent des erreurs stratégiques, mais Frédéric II de Prusse obtint sa première victoire et cimenta son autorité sur le territoire nouvellement conquis de la Silésie. Donc Frédéric II de Prusse, ouais, donc on croit, ouais, voilà, un des principaux représentants du courant du despotisme éclairé. Donc ça, c'était un délire du XVIIIe siècle avec les Lumières, donc qui consistait à vénérer des dirigeants en fait qui étaient des types autoritaires, mais qui respectaient un peu les Lumières et genre un nouveau dirigeant. Donc on peut citer par exemple Catherine II, Frédéric II ou encore Marie-Thérèse. Donc bon, Frédéric II qui a quand même été roi pendant 46 ans, roi de Prusse pendant 46 ans, donc quand même un type qui est resté très longtemps, voilà.
donc et qui a laissé en fait l'image d'un roi plutôt guerrier, quoi, donc qui a fait pas mal de guerres et qui a considérablement augmenté son territoire, hein, clairement, clairement. Voilà, regardez. Là, on peut clairement voir que la Prusse est devenue bien plus grande. Donc revenons à la bataille de Mollwitz. Donc voilà, victoire prussienne, donc Frédéric II qui bat Monsieur Autrichien. Voilà. Donc on peut voir que c'est un peu le début d'une grande série de batailles pour Frédéric II. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore dans le 10 avril? Tatatam, tatatam. Titanic, fin de la guerre du Vietnam. Ah, tiens, on va parler de ça. Alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est le Rédimat de Fontaine, donc en 1917, donc il y a 102 ans déjà. Ça passe si vite. Donc, alors qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, c'était en 1917, donc à New York. Voilà, si je me souviens bien. Donc, voilà, histoire. Donc un salon, société américaine, donc une société américaine d'art, donc qui expose donc des œuvres d'artistes en tout genre, qui voilà, qui autorise librement tout le monde à exposer l'objet de son choix moyennant un droit s'élevant à 6 dollars. En principe, aucun artiste ne pouvait être refusé pour raison esthétique. Donc tout le monde était accepté, quoi. On acceptait même si c'était pas beau. Et donc Duchamp, qu'est-ce qu'il fait lui? Ce petit filou, bah du coup, il est arrivé avec un urinoir qu'il avait acheté. Et il avait juste mis son nom en signature. Que les gens ils voient ça, ils font oh, c'est que ce délire. Et donc en fait, il a été refusé. Alors que normalement, aucun truc n'était censé être refusé. Donc voilà, donc l'urinoir a été refusé parce que immoral et vulgaire et plagiat ou pièce commerciale ressortissant à l'art du plombier. Parce que oui, en fait, Marcel a juste acheté le truc d'un plombier. Donc c'était plutôt totalement révolutionnaire à l'époque, quoi. Bon, à l'époque, enfin aujourd'hui, ça paraît juste un petit peu peut-être bizarre, mais ça va encore. Mais avant, c'était carrément une révolution, quoi, de voir ça. Et du coup, grâce à ça, en fait, grâce à cet urinoir, Marcel a pu prouver que donc cette exposition n'était pas accessible à tout le monde comme elle le disait, et du coup, il a pu donc Marcel a pu donc montrer au monde donc son invention, donc le Readimat, donc donc c'est-à-dire un courant donc qui consiste alors attendez, voilà, un objet manufacturé qu'un artiste s'approprie tel quel en le privant de sa fonction utilitaire. Donc là, par exemple, Marcel a pris donc un urinoir et il l'a présenté en œuvre d'art. Et il a enlevé la fonction de l'urinoir. Il n'avait pas pissé dedans, quoi. Donc ça, c'est quand même plutôt intéressant, hein, Marcel Duchamp, donc qui est un Français, donc il avait 30 ans à l'époque, qui a vécu encore longtemps. Il a vécu jusqu'en 1968, il est mort en 81 ans. Le pop art, nédonaïsme, l'op art, le cinétisme. C'est plutôt intéressant parce que moi je le connaissais pas du tout, hein. Pourtant, ça a l'air d'être un homme qui a plutôt influencé donc le XXe siècle, quoi. Je crois, il a pu influencer des artistes comme Picasso ou Andy Warhol, quoi. Alors, ces derniers étant bien plus connus que Marcel. Ça, c'est très intéressant. Donc voilà, un urinoir de qualité. Ah, et d'ailleurs, voilà, l'urinoir, on ne sait pas ce que l'urinoir est devenu par la suite. Suivant les hypothèses, l'origine de la fontaine aurait été achetée ou remisée, détruit, perdu, volé. Il y a aussi pas mal de théories donc sur le nom ou parce que Marcel s'est pas présenté sous son propre nom, il s'est présenté sous le nom de Meut et on sait pas trop. Enfin bref, c'est ce qu'on aime dans les histoires hein, quand il y a des mystères. Hein. Ça permet un peu de faire des théories, un peu de se poser des questions. Toujours intéressant. Donc voilà, un urinoir de qualité. Donc qu'est-ce qu'on a retenu hein, ce 10 avril? Donc on retient quoi? On retient Marcel Duchamp, donc un artiste plutôt précurseur en fait de son siècle, hein, donc du début de siècle, du 20e, le Readimat, voilà, donc un urinoir de qualité, Meut, la guerre de succession d'Autriche, Marie-Thérèse, le royaume de Prusse, donc voilà, avec la bataille de Molfitz et Frédéric II, donc le despote éclairé, voilà, le roi guerrier. On peut retenir aussi, hein, si on veut, donc Louis III, voilà, donc la France de 1880, donc les choses changent, hein, les choses changent. Et donc enfin l'arbre de Judée, voilà,
arbre où Judas se serait pendu après avoir trahi Jésus-Christ. Plutôt macabre. Eh bien, merci d'avoir écouté cette vidéo. Eh bien, si vous avez aimé, vous lâchez un petit pouce bleu de qualité, vous vous abonnez. Enfin, après, vous n'êtes pas obligé, hein, je peux pas vous obliger malheureusement. Donc, vous faites ce que vous voulez, hein, mais si vous avez aimé, hein, pourquoi ne pas marquer votre amour pour cette vidéo. Et abonnez-vous toujours, hein, parce que quand même, ça me permettra d'être plus heureux. Allez, bisous!